RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes au cœur du forum des associations d'Évry-Courcouronnes avec évidemment Jérémy Herbet, et vu le nombre d'épisodes que nous réalisons, eh bien il y a déjà des demandes de création de fan club pour Monsieur Herbet. Jérémy de son prénom. Des invités qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas obligatoirement le même passif, la même expérience avec RERS. Et c'est Eliane qui est notre invitée. Bonjour Eliane. Bonjour. Il faut bien se rapprocher du micro. Ben oui. Eliane, c'est quelqu'un qui connaît et œuvre dans le réseau depuis très longtemps, depuis les débuts, dit-on. Depuis 78, début 79. Oui. Donc effectivement, on est au début. Il y a un anniversaire qui a eu lieu il y a un an ou deux. Le 50e anniversaire. 50e anniversaire. Où malheureusement je ne peux pas y être. Parce que je n'avais pas trouvé de relais pour ma petite chienne. D'accord. Voilà. Et donc l'évolution de cette association et la rencontre que vous avez faite avec RERS dans les fins des années 70, ça s'est fait comment cette première rencontre? Alors en fait, j'avais été approchée par Claire Hébert Suffren. Voilà. Alors c'est un projet qui a été en demi-teinte, pas forcément apprécié par l'équipe éducative. Les enseignants n'ont pas toujours, comment dirais-je, adhérer. Ah oui. Alors qu'elle-même était enseignante. Donc elle avait créé le réseau d'Orly en 74. Et ensuite c'était celui d'Évry en 78. D'accord. Voilà. Donc après moi j'avais réussi mes concours pour entrer dans la fonction publique. J'ai passé celui de la DAS. Et donc ça s'est fait en même temps. Et comme j'étais très investie, j'ai fait énormément d'associatifs. Je faisais SOS Amitié la nuit. Ah oui. Vous receviez les appels la nuit et vous répondiez au téléphone. Oui, voilà. On a été formés à prendre oui ou non. Et c'était compliqué quand les gens sont dans la détresse. On avait des menaces de suicide, on avait tous les... Donc évidemment, il y a eu un entretien pour m'interroger sur mes motivations. Et on m'a demandé donc d'adhérer le plus rapidement possible. Sauf que je travaillais déjà dans le social. Et j'entendais déjà les problèmes des gens toute la journée. Et la nuit, c'était décuplé. C'était des plages de... Quelquefois, ça m'arrivait de faire 2h, 4h du matin. D'accord. De rentrer chez moi, prendre un café, me changer, j'allais travailler. Et retourner au travail. Mais ouais. Comment s'est faite la rencontre avec Jérémy Alors, c'est arrivé comme ça. Ouais. Alors moi, ce que je garde de Jérémy, c'était... maintenant, on est amené à se connaître depuis plusieurs années. Il y a eu la période du Covid où c'était une période extrêmement compliquée pour tout le monde. Ouais. Mais on a maintenu le contact entre Jérémy, Dominique et moi. On avait nos réunions avec des participants de la franc-maçonnerie. Il y avait Thierry et... Alors, tu parles d'un projet qu'on avait eu avec, à l'époque, les enfants du classe, qui était un projet par le dispositif C'est mon patrimoine. Et on avait dans ce cadre-là visité le musée de la franc-maçonnerie avec les enfants. Voilà. Et on avait fait une émission de radio avec justement Sébastien ici présent. Voilà. Mais on avait fait beaucoup de choses avant déjà. Oui, on avait fait beaucoup de choses. Et notamment la garantie jeune. Tu te souviens? Alors, qu'est-ce que c'était la garantie jeune? Donc en fait, c'était ce qu'on appelait des enfants tremplins. Donc pour moi, c'était, ça faisait partie de nos attributions dans le cadre de la garantie. Mais j'ai toujours évité de mélanger le professionnel et le bénévolat. Ah oui, d'accord, ouais. Donc en fait, les jeunes n'ont jamais su que moi-même j'avais travaillé dans une collectivité.
Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, il y avait ce qu'on appelait la rivière du doute. Voilà. Alors, dans la garantie jeune, donc c'est pour les 16-25 ans, décrocheurs scolaires, des enfants qui recherchent à s'insérer sur le marché du travail. On faisait des interventions de sensibilisation à la laïcité sur 3 journées par cohorte, à un moment donné. Et Yann et moi, on y participait. Et dans tout ça, il y avait une technique d'animation qu'on avait qui était la rivière du doute. Alors, qu'est-ce que c'est la rivière du doute, Eliane ? Voilà, donc il y avait ceux qui étaient persuadés d'avoir raison, ceux qui étaient effectivement dans le doute, et ceux qui étaient et ceux qui n'avaient aucun avis. Et moi, ça m'était arrivé 3 fois de prendre la rivière du doute, parce que j'étais persuadée de mon argument, et après j'ai douté. Tu vois, Sébastien, pour t'expliquer bien comment on fait, on met les gens au milieu. On leur donne des phrases toutes faites. S'ils sont tout à fait d'accord, ils se mettent d'un côté de la salle. S'ils sont tout à fait en désaccord, ils se mettent de l'autre côté de la salle. Et s'ils ne savent pas, ils se mettent dans le doute. Et on donne toujours la parole, parce que c'est un moyen de faire des débats, la parole au groupe minoritaire, en priorité. Et on leur demande pourquoi vous êtes mis dans ce positionnement. Avec pour règle pour tous les participants qu'à chaque instant, ils peuvent, s'ils veulent, changer de position. Voilà. Et donc, des fois on demande pourquoi tu as changé de position, parce que quel argument tu as fait, voilà. C'est une manière de rentrer dans les débats, d'expliquer et de se positionner et d'essayer de convaincre aussi l'autre. Donc c'est intéressant aussi pour tout le monde, mais notamment là pour les 16-25 ans, parce qu'ils apprenaient à argumenter leurs propos, leur logique, et il faut se vendre aussi vers un employeur. Donc c'était aussi, au-delà des compétences sur la laïcité qu'ils développaient, c'était des compétences professionnelles par un savoir-être aussi qu'ils développaient. Après, voilà, moi quand j'étais recrutée sur le concours, il y avait ce qu'on appelait la neutralité du fonctionnaire. À l'époque, on ne parlait pas de laïcité. Mon premier poste, c'était Grigny-la-Grande-Borne. Voilà, c'était un travail de terrain qui a été très formateur, qui a été très, parfois violent. Après, j'ai travaillé sur les Tartaret et mon conseil, qui étaient des quartiers sensibles. Et je dirais quelque part, ça m'a beaucoup aidé aussi. Il y avait aussi beaucoup de solidarité entre collègues. On a... Je ne sais pas comment la décrire. Voilà, moi je... Et Eliane, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, quelles sont tes offres et tes demandes de savoir aujourd'hui ? Bon, comme je disais tout à l'heure, à l'époque, on n'avait pas le téléphone portable. On avait quelques-uns avaient le téléphone. Moi, je l'avais. Et il y avait les cabines téléphoniques. Et moi, ça m'est arrivé de passer ces samedis après-midi, attendre que les gens viennent. On ne les voyait pas. Donc ça, c'était une frustration. Et après, quand il y avait des offres, j'allais jusqu'à Vigneux, j'avais pas peur de me déplacer. D'accord, ouais. Et aujourd'hui, actuellement, tu voudrais apprendre quoi et tu voudrais transmettre quoi ? Voilà, on a eu la chance, dans le cadre du RERS, d'avoir créé un groupe musical. On était 4. Moi, je jouais de l'orgue. On avait 2 autres qui jouaient du banjo et de la guitare. D'accord. Et la 4e jouait de la flûte. Donc tu en demandes de musique. D'accord. On a animé des soirées de RERS à la salle des fêtes de Bexley. Ah oui. À la salle des fêtes de Bexley. On a fait énormément de... Il y avait beaucoup de soirées festives. Il y en a moins maintenant ? Ah si, il y en a encore. Oui, il y en a. On en fait encore, mais ça dépend des moments. Et la musique est présente toujours ? Ah bah oui, il y a des échanges musicaux. Eliane faisait éventuellement évoquer la période du Covid. C'est sûr que pendant la Covid-19, il y avait moins d'événements festifs. Donc c'était un soulagement et intéressant pour tout le monde de reprendre aussi. Parce que la convivialité, ça fait partie du RERS. Et par la convivialité, on arrive aussi à se dire, tiens, j'ai envie. Et quand on a l'envie, on peut s'imaginer les savoirs et les connaissances qu'on doit apprendre et transmettre. Et
Et là, ce moteur de plaisir, et je pense qu'Eliane, tu t'en es bien passé là-dessus, parce que je sais que le plaisir c'est important aussi pour toi, c'est ça qui donne envie d'avancer. On va conclure. Aujourd'hui, là, on est en 2024. Eliane, vous connaissez RERS depuis 1976 et 1978. Vous prévoyez d'être encore chez RERS dans 10 ans? Alors, je continue à être investie dans d'autres associations. Oui, pourquoi pas. Après, voilà, il y a eu on a perdu une collègue du conseil d'administration en juillet, au même moment que le déménagement. C'est une personne avec qui on faisait la Comic-Con, voilà. Et moi j'ai été bénévole pratiquement toute ma vie. Et je suis partie du conseil d'administration que depuis 3 ans. Et c'est pas moi qui ai choisi. D'accord. On m'a désigné, voilà. Mais t'étais contente qu'on te désigne quand même. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup, Eliane. Eliane qui a témoigné au micro de RERS, la radio. Eliane, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans une émission qu'on avait enregistrée justement dans le quartier du Canal avec les enfants, où Eliane déjà nous expliquait un petit peu ses fonctions au sein de chez RERS. Il y a évidemment du bruit puisque nous sommes à l'extérieur. Nous sommes au Forum des associations de la ville d'Évry-Courcouronnes et vous pouvez écouter plein de podcasts pour découvrir plein d'autres associations. Merci Eliane, à bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.